Bonjour à tous. J'ai quelques secondes de retard parce que j'avais un petit problème de connexion. Où je suis aujourd'hui, je suis au Café Pinson. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spot plutôt connu à Paris, très healthy. Et d'ailleurs, à ce propos, on doit être une vingtaine dans l'établissement, vous ne les voyez pas là, mais je suis le seul homme. C'est très girly comme endroit. Et pourquoi je suis là? C'est parce que mon prochain direct, je vais le faire dans un spot healthy très connu, je ne vous en dis pas plus, pour parler de ce qu'on appelle chez Gira le healthy gourmand. Parce qu'il faut que ça ait du goût. Du healthy, ok, mais il faut que ça ait du goût. Là, par exemple, je vous montre rapidement la carte. Je me suis intéressé quand même à ce qu'ils vendaient en salé et en sucré. On a des bols équilibrés, riz au curcuma, lentilles, corail, légumes rôtis, tofu, sauce tahin. Mais je me suis quand même arrêté sur la madeleine de l'impossible en sucré. J'ai pris un thé avec une madeleine et c'est une madeleine sans blé ni beurre. Wow. Je l'ai mangée. Bon, elle est bonne, mais peut-être deux. Bon allez, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de healthy, on est là pour parler de, comment je pourrais dire, du marché de la restauration, un marché qui est très intéressant. Chez Gira, nous parlons de, comment je pourrais dire, de consommation alimentaire hors domicile, beaucoup plus que de restauration. Et cette consommation alimentaire hors domicile, elle comprend ce qu'on appelle la restauration commerciale, oui, la restauration collective, la restauration hôtelière, la restauration des hôtels, les circuits alimentaires alternatifs. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des circuits alimentaires alternatifs. Ce sont tous ceux qui ne sont pas des restaurateurs mais qui ont adjoint une activité supplémentaire qui est de nourrir les gens pendant qu'ils sont là. Je pense notamment aux stations-service, aux magasins, à la grande distribution, au commerce de proximité, enfin bref, aujourd'hui, qui ne donne pas à manger? On trouve à manger à tous les coins de rue et pas automatiquement chez des restaurateurs. Bref, on est sur un marché global qui pèse aujourd'hui, tenez-vous bien, 95 milliards d'euros. 95 milliards d'euros, c'est énorme. Et il faut savoir que depuis 10-15 ans, la croissance est toujours là. Et en 2018, qui est l'année de référence, cette croissance a été de 5,8%, ce qui n'était pas arrivé depuis 11 ans exactement. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 11 milliards de repas pris à l'extérieur. Alors 11 milliards en croissance de 4%, ça vous dit peut-être rien, mais il faut savoir que 11 milliards, ça correspond en France à un repas sur 7 pris à l'extérieur. Pour nous comparer, les Italiens et les Espagnols sont devant nous à un repas sur 6, un repas sur 5. Les Britanniques sont à un repas sur 3 et je m'amuse toujours à dire, à propos des Américains qui prennent, tenez-vous bien, un repas sur 2 à l'extérieur du domicile, que quand une mère de famille dit à ses enfants à table aux États-Unis, tout le monde saute dans la voiture. Je plaisante bien entendu, mais je ne sais pas si vous voyez l'écart qui existe entre le 1 repas sur 7 que les Français prennent et le 1 repas sur 2 que les Américains prennent. La marge de progression est énorme et la France va aller tout doucement vers cette marge de progression. Pourquoi? Tout simplement parce que le midi, on a un taux de retour à domicile qui est en train de s'effondrer partout en France. On rentre de moins en moins à la maison. Pourquoi? Parce qu'on travaille de plus en plus loin de son lieu de domicile, on bouge de plus en plus vite, plus loin, bref. Et le soir et le week-end, il se passe un autre phénomène, et ça risque de vous surprendre, c'est qu'on a constaté que les Français savent de moins en moins cuisiner, et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller de plus en plus à l'extérieur se nourrir, à condition que les restaurateurs fassent le job. Il y a la grande distribution qui a compris qu'il fallait nous, comment je pourrais dire, nous préparer des kits pour rentrer à la maison le soir, des plats cuisinés. Regardez qui fonctionne dans les grandes agglomérations entre 17h et 20h, c'est tous ceux qui peuvent, par des commerces de proximité et par d'autres picards et autres, nous permettre de ramener quelque chose à manger le soir, puisqu'on rentre de plus en plus tard, il y a de moins en moins de choses dans notre frigo, on sait de moins en moins cuisiner, on n'a peut-être pas tous envie de manger la même chose, bref. Le business de la restauration est énorme dans les années à venir, la marge de progression est énorme. Alors, il
chose qui est intéressante, c'est que il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont fait, c'est si je prends mes 95 milliards de tout à l'heure et que je les divise par les 11 milliards de repas. Et là, vous êtes sûrement très très surpris, on est sur une dépense moyenne France de l'ordre de 8,80 €, 8,90 €. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce 8,90, il est stable depuis 7 ans. Alors on se dit, il y a un truc qui est bizarre quand même. Les gens sortent de plus en plus, mais est-ce qu'ils dépensent de moins en moins? Eh bien la réponse est non. La réponse est qu'ils avaient deux possibilités pour rendre flat cette dépense moyenne, soit d'aller chercher les prix les plus bas, soit, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, soit de déstructurer leur repas. Alors je m'explique, la structure entrée, plat, dessert, qui est une structure somme toute classique au restaurant, ne pèse plus en France que 13% des repas pris. Ça veut dire que 87% des repas sont aujourd'hui déstructurés. Ce que j'appelle un repas déstructuré, c'est un repas qui est structuré en entrée plat ou plat dessert, si ce n'est pas un plat en direct avec une boisson. C'est ce que j'appelle la déstructuration des repas. Donc les Français, au lieu d'aller chercher les prix bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font, mais dans la grande majorité, ils ont préféré déstructurer leur repas vers une structure plus légère. Parlons maintenant du nombre d'établissements qu'il y a en France pour se nourrir. Il y a très exactement, j'arrondis le chiffre, 348 000 établissements où on peut se nourrir en France. Mais attention, sur les 348 000 endroits ou lieux ou établissements, comme vous voulez, où on peut se nourrir en France, il n'y a que 145 000 restaurants avec service à table. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où la majorité des établissements où on peut se nourrir ne sont pas des établissements avec service à table, mais des établissements avec ce qu'on appelle la vente au comptoir. La différence, vous la connaissez, entre le service à table et la vente au comptoir. La vente au comptoir, je commande, je paye et je mange après. Le service à table, c'est je commande, je mange et je paye après. C'est les deux grands modes de distribution qui existent et vous pouvez ranger tous les concepts, tous les modes de restauration dans ces deux colonnes-là. Et justement, lorsqu'on regarde le marché qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, de 95 milliards d'euros, combien pèse le service à table, combien pèse la vente au comptoir? Eh bien, le service à table aujourd'hui ne pèse que, si je peux m'exprimer ainsi, 41 milliards d'euros sur 95 milliards. Vous avez compris, la vente au comptoir en France est devenue majoritaire en chiffre d'affaires. C'est elle d'ailleurs, la vente au comptoir, qui porte l'ensemble du marché, puisque c'est elle qui soutient le marché avec une croissance de 6,2% pour être précis, dans un marché qui ne croît que de 5,8% tout à l'heure. Donc c'est elle qui porte le marché. Un petit mot sur les chaînes de restaurants dont on parle beaucoup parce qu'ils existent. En France, il existe 256 réseaux de chaînes, 256 enseignes. Et ce qu'on appelle une chaîne, c'est une enseigne qui a au moins 3 unités dupliquées identiques. Donc il y en a 256 qui réalisent 14,7 milliards d'euros, soit 15% du marché global, et qui ont à elles toutes, les 256 réseaux, 10 336 restaurants. Je vous rappelle, 348 000 établissements où on peut se nourrir, les chaînes pèsent 10 336 restaurants, soit 3% des unités globales. Le CA moyen d'une chaîne est aujourd'hui, entre McDo et les chaînes au plus haut ticket moyen, 1 370 000. 1 370 000, c'est le CA moyen d'une chaîne, toute chaîne confondue, contre, si je fais la même chose avec les indépendants, une moyenne pour un indépendant en France, c'est 250 000 euros. Parce que vous voyez l'écart qu'il y a entre le chiffre d'affaires moyen d'une chaîne et le chiffre d'affaires moyen d'un indépendant, il est colossal. Et pour terminer sur les chaînes, il faut savoir que 28% d'entre elles, 28 enseignes sur les 256 enseignes dont je parlais tout à l'heure, pèsent 80% du chiffre d'affaires du total des chaînes. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en France, on a beaucoup de réseaux, ils sont plutôt petits et qu'il y a très très peu de très gros réseaux. Il y a un club très fermé de
10-15 unités, c'est pour ça qu'on a monté la barre à 28. 28 enseignes qui pèsent 80% du chiffre d'affaires sur les 256 réseaux. Et puis la très mauvaise nouvelle, c'est que, enfin, ça c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il y a 20 000 restaurants qui ouvrent chaque année. Vous allez me dire, c'est bien 20 000 restaurants qui ouvrent chaque année, est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où l'offre va être supérieure à la demande? Le problème, et c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est qu'au fil du temps, on s'aperçoit qu'un restaurant sur deux qui est ouvert fermera dans les 3 ans qui suivent sa création. Et je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé en 2018. On a une croissance du nombre d'établissements de 12 000 points de vente, comparé à 2017, mais il y en a 8 000 qui ont fermé. Donc on a un solde positif, mais il ne faut pas oublier qu'au passage, il y en a 8 000 qui ont fermé. Voilà, ça c'est pour les chiffres. Et puis, je voudrais aussi vous parler des grandes tendances aujourd'hui dans la restauration au travers de, comment je pourrais dire, de la carte, mais aussi des concepts. Commençons par la carte, parce qu'il se passe des choses très intéressantes. Et les 5 grandes tendances de la carte, je pourrais vous les résumer de la manière suivante. Vous avez une arrivée progressive sur les cartes d'assiettes à base de protéines végétales. Je dis bien une arrivée progressive. Il n'y a pas aujourd'hui ou très peu de restaurants qui ne font que des assiettes à base de protéines végétales. Il y a des spots qui rentrent comme ça sur les cartes d'assiettes à base de protéines végétales. Je dis bien. 2, alors ça, je sais qu'il y a certains grands chefs qui n'aiment pas, les assiettes sont de plus en plus instagrammables. Alors, il faut savoir que le fait qu'elles soient instagrammables, c'est pas pour rigoler. C'est devenu aujourd'hui un instrument extrêmement puissant de communication pour un restaurateur. Il faut accepter qu'on prenne en photo les assiettes. Alors il y en a qui me disent, ouais mais il y en a qui ne savent pas prendre des photos, il y en a qui ne savent pas se servir d'un smartphone, ok. Mais il faut savoir qu'une très belle assiette qui est postée sur internet, qui est postée sur des réseaux sociaux, a une viralité qui est extraordinaire. Et il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à ces photos qui sont magnifiques. 3, il y a une grosse innovation dans la carte au niveau de la structure des menus. Tout à l'heure, je vous parlais de entrée plat, plat dessert, etc. Je pense que c'est des menus qui ont vécu. Nous, chez Jira, nous travaillons beaucoup à innover dans la façon de présenter la formulation ou la façon de présenter un menu. Aujourd'hui, les gens veulent de la liberté dans la structure de leur repas. Ils veulent commencer par ce qu'ils veulent, ils veulent poursuivre par ce qu'ils veulent, etc. Donc comment faire? Bon, nous on a mis au point un système chez Jira, mais il y en a plein d'autres. Ne pensez pas que c'est la seule façon de. On a créé une liste. Oui, il y a des entrées, oui, il y a des plats, oui, il y a des desserts, mais on les a dégamés. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis entrée, on n'a pas mis plat, on n'a pas mis dessert. Donc c'est une liste. On se doute bien qu'à la fin de cette liste, il y a du sucré, donc ça doit être du dessert. On se doute bien qu'en haut, c'est plutôt des petits plats et ça doit être des entrées. Bref, et on dit aux consommateurs, dans cette liste-là, tu choisis une assiette 25 €, par exemple, 2 assiettes 35 €, 3 assiettes 45 €. Attention au niveau des prix, c'est un exemple comme ça, pris au hasard. Comment réagit le consommateur? Il comprend qu'il n'est plus enfermé dans une structure de plat, entrée, plat ou plat, dessert ou entrée, plat, dessert, et il fait ce qu'il veut à l'intérieur. Les gens sont capables de faire entrée, entrée, les gens sont capables de faire entrée, dessert, les gens sont capables de faire dessert, dessert. Et c'est la formule la plus libre en termes de structure de repas. 4e tendance, et pas des moindres, c'est ce que j'appellerais l'accélération de la rotation des produits dans la carte en fonction de leur saisonnalité. Oui, la rotation aujourd'hui doit être beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent, parce que plus il y a rotation sur mes produits, plus le consommateur sent que c'est frais et qu'on est dans le fait maison. Donc la rotation des produits, oui, en respectant la saisonnalité des produits, saisonnalité qu'il faut transmettre aux consommateurs parce que ces 25 dernières années, on a un peu abusé en voulant manger des fraises en plein hiver, ne respectant pas la saisonnalité d'une endive ou d'une tomate, etc. On a été habitué à avoir de tout le temps. Et aujourd'hui, le consommateur comprend qu'il faut respecter la saisonnalité des produits dans l'absolu, mais aussi pour qu'ils aient du goût. Et ça, c'est très important pour lui. Et puis la 5e et dernière tendance,
C'est des assiettes, je vous ai dit tout à l'heure, à base de protéines végétales qui s'introduisent, mais aussi ce sont des assiettes qui répondent à nos nouveaux enjeux de santé et de bien-être. Alors, vous voyez, l'endroit où je suis là est très préoccupé dans sa carte de la santé et du bien-être. C'est pour ça qu'il est catégorisé dans les établissements health food. Mais il faut aujourd'hui que ce que l'on propose sur la carte, sur les cartes et dans les menus, ait un sens avec un enjeu quand même santé et bien-être. On est obligé. Alors vous allez me dire, oui, mais quid des fast-food, oui, quid des tacos et quid des burgers avec des frites. C'est ça le grand paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui font attention à leur bien-être, attention à leur corps, attention à leur santé, mais en même temps, ils sont capables de se faire une dérive complète, plaisir, avec un burger, des frites et tu me rajoutes du cheddar dessus, avec un coca, et à la fin, puisque c'est pas fini, je me prends un cheesecake. Et ça, ils sont capables de le faire, mais ils sont capables aussi le soir ou le lendemain matin de basculer dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir pour se récupérer et aller à la salle pour être en forme. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui. Les nutritionnistes s'arrachent les cheveux avec notre façon de faire, mais en tout cas, c'est notre façon de faire. Et enfin, je termine par ce que j'appelle les axes conceptuels. Il y a aujourd'hui 8 concepts que Gira identifier, 8 axes conceptuels que Gira identifier comme des tendances lourdes, vraiment très très lourdes, comme des signaux forts. Alors je vous les cite dans le désordre parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est ce qui est en train de se passer au niveau planétaire d'ailleurs, c'est pas que la France qui est concernée par ce que je vous dis là. La première grande tendance conceptuelle, c'est ce qu'on appelle le pourtour méditerranéen. C'est une cuisine méditerranéenne élargie, c'est-à-dire qu'on passe évidemment de la France, de l'Italie, de la Grèce, etc., au Liban, à Israël, en repassant par la Grèce, etc. Pourquoi cette cuisine aujourd'hui est extrêmement tendance? Parce que c'est avant tout une cuisine de partage. Et le partage aujourd'hui est extrêmement recherché dans la restauration, à tel point qu'il y a des restaurants chez qui on a fait créer cette gamme de partage dans laquelle il y a des entrées, des plats et des desserts. Parce qu'il n'y a pas que le plat qui peut se partager, on peut se partager un dessert, on peut se partager une entrée. Ça, c'est la première grande tendance conceptuelle. La deuxième grande tendance conceptuelle, c'est ce que je vous disais tout au début, le healthy gourmand. Alors, le healthy gourmand, c'est important d'un point de vue explication, c'est que oui, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, mais ils veulent du goût dans l'assiette. Donc comment fait-on, je prends un exemple, pour faire de la pâtisserie sans sucre? Il faut que ça ait du goût, donc il faut qu'on remplace le sucre. Comment fait-on pour faire de la pâtisserie sans gras, sans du beurre? Aujourd'hui, vous avez des établissements qui vous remplacent par du pois chiche, par de la courgette, par de l'avocat. C'est un gras, oui, mais c'est un gras différent que le gras qu'il ne faut absolument pas manger. Troisième grande tendance, c'est ce que nous appelons chez Gira l'Asie élargie. La restauration asiatique existe depuis un demi-siècle, si ce n'est pas plus, chez nous, avec la cuisine chinoise. La cuisine chinoise, elle est installée, elle fait partie de notre quotidien. D'ailleurs, il y a 9000 établissements de restauration chinoise, je dis bien chinoise, et 14 000 pizzerias. Ce sont les deux grands concepts hors la restauration traditionnelle. Mais ce que j'appelle la tendance élargie au niveau de l'Asie, c'est la cuisine thaï et la cuisine coréenne qui sont en train d'arriver. Et comme par hasard, ces cuisines asiatiques élargies, comme on les appelle, c'est une cuisine saine, c'est une cuisine instagrammable, quand vous regardez les assiettes, les bols, etc. Bref, c'est une cuisine de bien-être. Quatrième voie, et pas des moindres, c'est ce qu'on a appelé chez Gira une autre Amérique du Sud. Alors, l'Amérique du Sud, on pourrait penser aux Brésiliens. Ils ont plein de choses magnifiques au niveau de leur cuisine, mais ce qui est en train d'arriver, c'est encore une fois une cuisine de goût, etc., du Venezuela et du Pérou. Le Pérou et le Venezuela sont en train de partir en flèche en Europe et en France. C'est une cuisine, très colorée, très gustative,
Mais en fait, c'est exactement, parce qu'il y a le partage, c'est exactement le même axe de réflexion que le pourtour méditerranéen. Il y a quelque chose de coloré, d'ensoleillé, de gai, etc. dans ces cuisines-là, et en plus, elles se partagent. Cinquième grande tendance, alors ça elle dure déjà depuis un petit moment, mais elle s'amplifie, c'est ce que j'appelle la gastronomie décodifiée, décontractée, communément appelée la bistronomie. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les jeunes chefs qui pilotent ces établissements de bistronomie, que font-ils? C'est du très haut niveau de gastronomie, puisque ce sont des ex-chefs de partie, des ex-seconds d'étoilés Michelin, et plutôt des 2 et 3 étoiles, donc c'est des grosses pointures gastronomiques, et ils ouvrent des établissements plus petits, en appliquant une équation redoutable, qui est la suivante: plus petit. Pourquoi? Pour avoir une réelle, sincère proximité avec le client. Les cuisines, c'est même pas qu'elles sont ouvertes, c'est qu'il y en a certains d'entre eux, les établissements bistronomiques, où on se demande s'ils font la cuisine dans la salle ou sinon on ne mange pas dans la cuisine. Et compte tenu que ça ne suffisait pas, ils virent les nappes, ils dépareillent la vaisselle, on n'est plus habillé en blanc et noir, on est en jean, basket, polo. Les établissements dont je vous parle là sont des établissements qui volent entre 30 et 50, voire 60 euros de ticket moyen de midi, 80, 90, si c'est pas 100, 110 euros le soir. Ce sont des établissements qui ont entre 3 semaines et 2 mois et demi de résa. Bref, qu'est-ce qu'ils font ces établissements? Ils amènent la gastronomie peut-être à un plus grand nombre, et je ne suis pas sûr parce que les prix restent très très élevés, mais ils la rendent accessible en termes des codes qui sont à l'origine plutôt réservés à la haute gastronomie. Je parle des dames, des verres doublés, triplés, des couverts, etc. Sixième grande tendance, c'est ce qu'on appelle le steakhouse. Mais pas n'importe quel steakhouse, c'est ce qu'on appelle chez Gira le steakhouse haut de gamme, véritablement à la manière canadienne et américaine, où il y a tout un cérémonial autour de la viande. D'abord, la viande, elle est racée. Certaines de ces cartes sont classées par pays d'origine: viande argentine, viande américaine, viande italienne, viande irlandaise, etc. Les sauces sont faites maison. Au moment où vous passez votre commande et quand vous l'avez passée, on vous propose de couper votre viande avec un couteau à lame ou un couteau à dents. Et on vous explique qu'il serait souhaitable de prendre ce couteau parce que la viande que vous avez choisie est comme ça, etc. Les accompagnements sont évidemment des accompagnements maison. Et en plus, les gens qui prennent la commande sont des grands connaisseurs de la viande, des races et des particularités au niveau de la maturité, etc. de la viande. Maturation, pardon, de la viande. Tendance suivante, une tendance dont je parle depuis quelques temps. Ça arrive, mais beaucoup plus lentement que je pensais. C'est très étonnant. C'est le développement du poulet dans la restauration rapide haut de gamme. Je dis bien dans la restauration rapide haut de gamme, le poulet. Jusqu'à présent, le poulet n'existait pas dans la restauration rapide. Oui, alors certains vont me dire oui, il y a KFC. Je ne parle pas de ce poulet-là, je parle d'un poulet rôti, d'un poulet grillé, d'un poulet au barbecue. Bref, un poulet qui est amené en restauration rapide, alors que jusqu'à présent, les Français adorent le poulet, et c'est surtout le poulet du dimanche. Les charcutiers, les bouchers font un carton avec le poulet du samedi et le poulet du dimanche. Mais il n'était pas encore rentré dans le quotidien des Français. Ça y est, on a aujourd'hui... alors historiquement, il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est un concept sud-africain, qui s'appelle Nando's, qui a très très longtemps a lancé le poulet. Il y a le poulet à la portugaise, si on peut appeler ça comme ça, avec des barbecues ou avec ce qu'ils appellent les Portugais les petits poulets, les franguitos. Ils les dans de la marinade, ils les coupent en plusieurs morceaux. On a un concept aussi parisien comme poulet-poulette qui décline le poulet
en sandwich, en wrap, dans une assiette, de différentes manières, burger, etc. Et puis on a aussi de la gastronomie entre guillemets avec Coquerico, de notre ami Westermann. Bref, le poulet est en train d'arriver tout doucement dans notre quotidien, alors qu'il était avant réservé au service à table, et puis pas du tout pour la restauration rapide. Et enfin, la dernière grande tendance, je crois qu'on en est à 8, et bien oui c'est 8, et ça on vous en a parlé lors d'un direct il y a quelques temps, c'est ce qu'on appelle le gigantisme. Ces lieux de vie alimentaires, plus communément appelés maintenant des food courts ou des food halls. Alors, c'est intéressant parce que ces lieux sont en opposition avec la bistronomie qui fait des établissements très très petits. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer deux phénomènes, et ça on l'a constaté au niveau mondial, c'est qu'il y a des établissements de plus en plus petits et des établissements de plus en plus grands, et que les tailles intermédiaires posent un certain nombre de problèmes au niveau 1 du modèle économique et 2 de la perception du consommateur qui a besoin effectivement que ça soit plus clair en termes conceptuels. Et ces food courts, ces food halls, on a bien compris la différence entre les deux, mais bon, voilà. C'est une multitude de cuisines autour d'un nombre de places assises incroyable. On y va seul ou on y va à plusieurs. Chacun va y trouver son compte par rapport à ses goûts. Et on se retrouve au milieu pour manger. Le plus connu dont je vous ai parlé il y a quelques mois, c'est le Time Out Market de Lisbonne, 26 cellules. Vous en avez un à Bordeaux, plus près, qui a 13 cellules. Et puis hier j'étais à Lyon, j'en ai vu un à 3 cellules. Je n'ai pas bien compris l'intérêt de faire un food court avec 3 cellules, mais bon. L'intérêt du food court et du food hall, c'est de donner la possibilité de manger plusieurs cuisines spécialisées, spécialistes, et que les consommateurs se retrouvent dans un moment de partage. Alors, ce sont des établissements qui marchent tout au long de la journée, parce que ça, on peut le faire au niveau du petit-déj, on peut le faire au niveau du déjeuner, on peut le faire au niveau du salon de thé, de la pause gourmande, on peut le faire au niveau de l'afterwork, et évidemment au niveau du dîner, et même plus loin, parce que il y en a qui introduisent des DJ, enfin bref, ce sont des lieux de vie, ouais, plus que des restaurants au sens propre du terme. Voilà où on en est aujourd'hui avec la restauration et ses grandes tendances. Je vous donne rendez-vous au prochain direct où effectivement, je vous le disais au début, on va parler de healthy, mais de healthy gourmand, parce que ça c'est une vraie tendance, c'est l'une des 8 tendances dont je vous ai parlé là, mais on va la développer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que les Français et les autres habitants de la planète d'ailleurs attendent du healthy, mais du healthy gourmand. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!